moi je suis donc formatrice en discipline positive et j'ai été 20 ans enseignante, donc professeure des écoles, dans une école de Levallois, une école montessorienne. Donc voilà, rapidement une définition de la discipline positive. Discipline, en latin c'est discipulos, élève, celui qui suit un enseignement. Positive, c'est s'appuyer sur les forces de l'individu et de l'autre. Et là, ça va être vraiment un peu le virage de la vision qu'on va avoir. En discipline positive, il y a 3 mots. Le petit 4e est là. En tout cas, on va avoir vraiment, vous savez, le mot positif. C'est un mot qui est très utilisé en ce moment. Bienveillance aussi, galvaudé, souvent mal perçu. En tout cas, dès qu'on parle de bienveillance, on se pose la question, est-ce que ça va être dans du laxisme ou il y en a ras-le-bol de ce mot. En tout cas, en discipline positive, on va avoir le pôle fermeté. Fermeté, ça va être le respect du cadre, le respect de soi, des besoins de la situation. Et si on devait remplacer le mot bienveillance en discipline positive, ce serait la connexion, le lien. Donc on le verra avec les écrans, etc. Mais donc c'est ce lien qu'on va mettre avec le monde de l'autre pour aller le chercher dans ce qu'il veut et dans sa vision. Et en discipline positive, énormément l'encouragement. Est-ce que vous savez d'où vient le mot encouragement, rapidement, étymologiquement? La racine, ouais, c'est là. En fait, ça vient du mot cœur. Vraiment, encouragement, c'est insuffler du courage, mais insuffler de la force, du cœur. C'est redonner un peu, voilà, ce cœur à l'ouvrage. Les fondements, rapidement, voilà. Alfred Adler, psychologue, psychiatre autrichien, c'est le père de la psychologie individuelle, qui a beaucoup d'essor actuellement dans le monde. Donc voilà, Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, 2 psychiatres autrichiens avec des origines juives et qui ont fui l'Europe pour aller aux États-Unis. De belles théories. C'était donc 2 psychiatres qui consultaient la journée et écrivaient la nuit, donc peu de place au repos. Donc on a des textes qui sont très denses. Et Rudolf Dreikurs est arrivé, lui, c'est un disciple d'Adler qui est arrivé vraiment pour modéliser la pensée d'Adler, pour la rendre plus visible à tous. Et en fait, cette théorie européenne, parce qu'on est très fort en Europe pour avoir de belles théories, et est arrivée dans les mains de 2 femmes, Jane Nelson et Lynn Lott, qui ont eu ces écrits. Et les Américains sont assez forts pour leur pragmatisme. Ils ont dit c'est génial, mais comment on fait concrètement sur le terrain? Jane, elle avait à cette époque-là 4 enfants, d'accord? Elle en a 7, et le 15e petit enfant est en route, et elle continue vraiment à créer des activités en discipline positive. Alors, pourquoi la discipline positive aujourd'hui? Elle a un tel essor mondialement. Il y a vraiment, on l'a dit depuis ce matin, un changement d'autorité. Avant, l'autorité était verticale, on ne se posait pas de questions, on obéissait. Voilà, pendant des années. Là, il y a un réel, depuis les révolutions, depuis les droits de l'homme, etc., un changement de modèle d'autorité, et nos enfants nous poussent à nous questionner vraiment là-dessus. Voilà. Ils revendiquent leur égalité sociale. Et là-dessus, voilà, ils nous poussent à nous interroger vraiment sur notre statut d'adulte avec eux. Et c'est cet accès au numérique. C'est-à-dire que le savoir ne vient plus de l'adulte. Le savoir, il est directement là. Ils nous contredisent d'ailleurs. Ils savent des fois des choses que nous ne connaissons pas. Donc voilà, il y a cette grande évolution. Et la notion de l'encouragement. On se questionne sur les écrans, on se questionne sur leur comportement face aux écrans.
Et les études PISA et les neurosciences sont vraiment là pour nous montrer qu'on n'est pas assez encourageant vis-à-vis de nos enfants, et que ça va être vraiment un moteur de progression chez eux, c'est d'appuyer sur ce qu'ils font déjà de bien, et donc du coup sur le côté positif. Donc voilà, la discipline, c'est pas la solution, c'est juste un moyen, une façon d'accompagner. Voilà, j'adore cette phrase de Rudolf Dirkurs, et elle est valable aussi pour les adultes, elle est valable pour l'être humain, c'est-à-dire que l'encouragement est à l'être humain, à l'enfance, que l'eau est à la plante, donc vitale, et là on parle vraiment d'un besoin essentiel. Alors, je vous raconte rapidement comment on fait dans les ateliers parents, mais moi j'interviens énormément auprès des enseignants, auprès des centres de loisirs, auprès des adultes autour des enfants trauma ou dans le cursus normal. Donc on commence vraiment par une grosse activité qui s'appelle celle des 2 listes. Et on leur pose la question de quelles sont les difficultés, quels sont les défis qu'ils rencontrent avec leurs enfants, avec leurs élèves. Et là, on va être vraiment dans le concret. Donc, voilà, il boude, il tape, il sont insolents, il crie, voilà. Et ça crée de la rigolade, parce que tout le monde a les mêmes enfants, et on retrouve vraiment le comportement de nos enfants aussi chez les enfants des autres, parce qu'on les trouve toujours mieux éduqués ailleurs. Hein. C'est toujours les pires, les nôtres, je ne sais pas vous, moi des fois. Donc voilà, et bien sûr, ils regardent trop leurs écrans, c'est quelque chose qui va venir s'ajouter à ces difficultés. Et on les bascule dans, ils ont 20 ans, ils quittent soit l'établissement, soit la maison, enfin plus maintenant, hein, plus quand ils ont 20 ans maintenant, mais un peu plus. Et donc on va les basculer dans quelles compétences de vie, quels sont les talents qu'ils aimeraient qu'ils aient. Et là, voilà, on a, la liste est bien plus longue, hein, mais voilà, confiance en eux, autonomie, persévérance, ce que Nacera disait que les écrans ne pouvaient pas apprendre. Voilà, il y a des compétences et des talents qui vont être dans cette liste. Et on va les amener à comparer ces 2 listes. Et le but du jeu, c'est de leur montrer que la liste des difficultés, on va essayer en discipline positive de la voir juste comme des erreurs, opportunités d'apprentissage. Donc même quand nos enfants sont devant les écrans et peut-être trop devant l'écran et que ça nous décourage totalement, puisque vous le dites dans vos cabinets, vous avez vraiment des parents énormément découragés, c'est d'aller les réencourager déjà eux à voir ce comportement comme vraiment une opportunité d'apprentissage pour pouvoir aussi guider leur enfant à cette autonomie face à cet écran, à cette liberté, mais une liberté qui est réduite aussi, à prendre conscience de ça. Donc c'est vraiment changer de regard sur l'erreur en elle-même. Donc partager nos attentes aussi. Souvent on va tomber sur notre enfant en lui disant « ouais, tu regardes trop les écrans, mais ça m'inquiète, et patati patata ». Mais c'est vraiment de partager les attentes et de, voilà, pourquoi je trouve que tu regardes trop les écrans, c'est aussi que tu mottes du temps avec toi. Et c'est d'aller aussi les raccrocher là-dedans. Donc voilà, un enfant qui passe énormément de temps devant les écrans, il ne va pas sortir des écrans comme ça, tout de suite, en débranchant ou, comme nous le disait ce jeune homme ce matin, en arrachant la prise et en le supprimant pendant, je crois qu'il m'a payé. J'ai souvenir d'avoir entendu une année complète, mais voilà. Les apprentissages, ça se fait petit pas par petit pas. On ne s'est jamais posé la question pour l'addition ou la soustraction de combien de temps ça prenait. C'est un apprentissage, il y a plein d'exercices de remédiation, etc. Pour les compétences psychosociales, on voudrait qu'ils sachent
faire très très vite. Et pourtant, pour ces compétences-là aussi, il va falloir faire petit pas par petit pas. Donc agir étape par étape. Et je vais vous inviter aussi à, avec moi, vous allez, avec votre main gauche ou droite, comme vous le souhaitez, donc délier votre poignet, d'accord, et joindre le pouce à l'index pour former ainsi un rond et de venir le poser, vous êtes prêts, sur votre menton. Allez-y. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Allez-y, qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, j'ai dit menton et t'as fait jouer. Toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé à faire jouer, après j'ai fait ouais. Et là, beaucoup en face de moi étaient sur la joue et n'ont pas bougé. Ils sont là. Et ce que ça nous renseigne au niveau des neurosciences, c'est que le premier vecteur d'apprentissage, ça va être le visuel. Dans l'enseignement, on nous a dit c'est les VAC, les visuels, auditifs, kinesthésiques. La première voie d'entrée de l'apprentissage, ça va être le visuel. Donc les enfants vont faire ce que vous faites. Donc par rapport aux écrans, d'accord, par rapport aux écrans, ça va être vraiment ce côté de l'adulte qui va modéliser ce qu'il veut enseigner avant tout. Moi, je le sais, j'en suis la preuve, c'est que mon téléphone, c'est mon doudou. Avant de dire que c'est le doudou des enfants, c'est aussi mon doudou à moi. C'est-à-dire que le premier truc que je fais quand je me lève, c'est regarder mes mails. D'accord ? Donc je suis sans cesse en train de regarder. Quand mes enfants me disent « Mais toi, maman ?» Ben oui, mais moi, c'est pour le travail. Ben oui, ouais, c'est pour le travail. Eux aussi, du coup. Mais non, maman, je peux pas, j'ai besoin d'Internet. Il faut que je rende un devoir, il faut que... Donc, voilà. Donc, vraiment, au niveau de ce qu'on peut faire concrètement, nous, et d'être responsable des compétences qu'on va enseigner chez nos enfants, c'est déjà de modéliser ce qu'on va enseigner, personnellement. Et ça, c'est valable pour les écrans, mais c'est valable pour toutes les autres choses. Souvent, on se lance dans des discours, dans des échanges, on se sent connecté avec eux parce qu'on parle beaucoup. Et si on arrêtait des fois de parler et on agissait en étant, voilà, modèle de ce qu'on va enseigner. Ensuite, quand on est nous-mêmes trop sur nos portables, l'exemple, je le donne sur les portables, mais habituellement, je le donne sur l'écrit, par exemple, c'est que on peut être aussi modélisant de erreur-opportunité d'apprentissage. C'est-à-dire que nous aussi, des fois on passe un peu trop de temps et puis on peut jouer sur son portable, etc. C'est vraiment être modèle de ce qu'on veut acquérir, faire acquérir en tout cas, à nos enfants. En discipline positive, on se sert beaucoup d'une modélisation du cerveau de Daniel Siegel, qui est un professeur en psychiatrie américain et qui modélise le cerveau dans la paume de la main. Et moi, dans mes classes, j'ai enseigné en maternelle, j'ai enseigné en cycle 2 et aussi en cycle 3. Donc, c'est une démonstration que je fais. Et en fait, il explique que le bras est juste la moelle épinière. D'accord. Et ici, au niveau du poignet et de la paume, le tronc cérébral, donc c'est les instincts de survie, c'est l'attaque, la fuite, la sidération et les fonctions autonomes, c'est-à-dire la respiration, la circulation sanguine, etc. C'est au niveau de la nuque, à ce niveau-là. Quand vous pliez le pouce dans la paume de la main, vous avez, ici au centre, donc tout ce qui est le cerveau moyen avec l'amygdale, et c'est là où siègent les souvenirs, c'est là où siègent les émotions, c'est là où siège aussi notre radar de sécurité, comme le disent les pompiers. Quand vous fermez, vous le voyez là, le cerveau, la forme du cerveau,
avec ce rebondi au niveau des doigts. Donc on arrive au cortex. Plus on va monter, plus on va avoir des fonctions fines, et jusqu'à arriver au niveau des ongles ici, où à ce niveau-là, on a notre capacité à nous mettre en empathie face à l'autre, notre capacité à chercher des solutions, notre capacité à réfléchir dans une situation qui n'est pas habituelle, etc., etc. Donc c'est ici que va se siéger toute cette capacité à se mettre à la place d'eux et à chercher des solutions, etc. Et des jours difficiles où on est allé au travail et il y avait la grève, où toute la journée on a eu un contexte de travail difficile. Moi, pour mes petits maternels, il pleuvait. Mon ASEM n'était pas là, j'étais seule avec les 30, car aujourd'hui, ils étaient tous là, aucun malade. Donc, et la journée était dure, ils s'y sont pas sortis, etc. Je rentre, hop, rebelote, 2 heures de transport. Et là, j'arrive à la maison, j'ai qu'une idée, c'est me reposer, prendre un petit temps. Et là, j'arrive, et puis j'entends mon fils courir partout dans sa chambre. Me dit, il était en train de jouer, c'est pas dans les accords que nous avions passés, ça. Donc je monte, et là, ce qui se passe dans mon cerveau, c'est que je fais sauter le couvercle. C'est-à-dire que mon cortex préfrontal se déconnecte totalement, donc je ne suis plus en capacité de me mettre à sa place et de me dire, oh le pauvre, c'est un moment de détente, etc. En tout cas, je ne suis pas en capacité vraiment d'être en connexion avec lui, et je suis en proie avec quoi? L'attaque, la sidération, la fuite. Là, ça va être l'attaque que je vais choisir. Donc, je vais lui tomber dessus. D'accord? Et comme mon fils est bien doté, parce qu'il est bien constitué au niveau du cerveau, et que il est comme ça, il va faire exactement comme je fais moi. Donc, on va monter dans les tours. Je vais lui crier dessus, il va me crier dessus, et puis on va monter comme ça. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il nous faut pour recréer du lien, pour voir pourquoi l'accord qu'on avait passé sur les écrans n'a pas fonctionné, pour lui dire calmement d'éteindre son téléphone ou son ordinateur? À votre avis, il me faut quoi, moi? Un temps de pause. Donc ça va être cette capacité ce temps que je vais mettre en place pour moi, redescendre dans les tours. Et ce qu'on fait habituellement, c'est quoi? C'est qu'on traite à chaud. Donc on n'est pas de cortex préfrontal à cortex préfrontal. Donc voilà, ça va être notre outil en discipline positive, c'est de bien réfléchir, de bien penser. Est-ce qu'on peut vraiment échanger avec notre enfant par rapport à tout ça. Je n'ai pas tellement parlé des écrans, mais pourquoi? Parce que je pense qu'avant de s'attarder prendre à bras le corps un problème comme celui des écrans et la gestion des écrans, il y a tellement d'outils et tellement la base de la connexion avec notre enfant, de ce temps de pause à mettre en place, de comment j'ai pensé la famille, comme tu nous disais, Nacera, tout à l'heure. Il y a plein de questionnements à avoir que quand on va aborder vraiment les outils en discipline positive, il va falloir avoir mis en place d'abord les fondamentaux. Donc là, temps de pause, de connecter avant de corriger. Souvent, on veut corriger d'abord. Et donc, c'est d'abord ce lien qu'on va mettre avec l'autre pour le rejoindre là où il est, pour pouvoir en discuter avec lui plus tard. Donc le cerveau, ce qu'on appelle ces neurones miroirs, d'accord? On est doté de neurones miroirs qui sont vraiment au niveau du cortex préfrontal. Donc c'est d'avoir une vraie conscience là-dessus. Je l'ai abordé rapidement, mais c'est mettre vraiment des accords, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la discipline positive, c'est vraiment l'outil de la coopération.
Donc ils veulent vraiment décider aussi, avoir du pouvoir sur leur vie. Et quand je dis pouvoir, je pèse le mot. C'est le bon pouvoir. C'est vraiment cette autonomie et cette responsabilité. Et quand on met quelque chose en place, décider et s'y tenir. Sinon, voilà, on ne fait qu'apprendre aux enfants qu'on peut parler, et qu'en fait on ne s'y tient pas. Donc vraiment bien réfléchir avant de décider quelque chose et s'y tenir jusqu'au prochain moment où on va en rediscuter en tout cas. C'est pour ça qu'on parle d'accord en discipline positive et pas de contrat qui sont des choses très immuables. Voilà, donc c'était vraiment une présentation brève de la discipline positive avec un petit regard autour des écrans. Merci. Merci pour ces deux interventions très intéressantes qui remettent vraiment le contexte de l'utilisation du numérique, source de conflit, effectivement, dans beaucoup de domaines. Ma question, c'était est-ce qu'il ne faut pas expliquer tous ces enjeux aux enfants, notamment les enjeux des créateurs de jeux vidéo, de programmes de télévision, quel est leur objectif en créant ces jeux, et que les enfants soient bien conscients qu'ils sont aussi au centre d'un système de commercialisation, et c'est, je pense, les responsabiliser aussi à ce niveau-là. Alors, du coup, tu m'as dit, ça c'est pour moi, c'est une question pour moi, donc je vais donner le pôle parent, enfin ma vision, après peut-être la tienne, et sa vision à lui, ça va être complémentaire. Moi, mon expérience a fait que j'avais beau leur dire, ils ne m'entendaient pas. En revanche, quand on a eu à partager des moments d'émissions en fait qui traitaient de ça, là, ça avait un peu plus d'impact. Mais quand ce n'était pas les parents qui disaient. Alors, c'est vrai que en tant qu'enseignante, moi, j'en parle beaucoup à mes élèves, et ce qui fonctionne avec eux, c'est de leur prouver, et que effectivement, ce soit pas mon avis à moi, et leur montrer des images d'IRM avec des connexions neuronales qui se font en fonction du temps d'écran utilisé chez des petits enfants. Les images des dessins des bonhommes en fonction du temps aussi passé devant les écrans. Ce sont des choses qui les ont vraiment interpellés parce qu'il y avait effectivement une preuve scientifique. Ouais. Et au-delà, moi, je distingue la parole du parent et la parole de l'enseignant. L'enseignant a quand même une parole qui est privilégiée. En tout cas, le discours qu'il va tenir va être plus percutant, en tout cas, pour l'enfant. Pour répondre à ce que tu disais, je pense que si pour l'enseignant, c'est plus... Enfin, si l'enseignant a, entre guillemets, on dirait, plus de légitimité dans ses discours que le parent, c'est parce que l'enfant a peut-être envie de garder un lien avec avec l'enseignant, ou en plus l'enseignant a une voix un peu plus officielle. Le parent, on le connaît encore mieux qu'un ami, etc. Alors qu'un enseignant, au final, on connaît que sa face professionnelle, et encore on en connaît qu'une petite partie. Quant à la télé, ça donne une voix officielle, tout est préparé à l'avance, ils savent précisément ce qu'ils vont dire, et puis c'est des médias qu'on connaît bien, et que les enfants peuvent s'identifier, parce que c'est justement ce qu'ils recherchent, je pense. Et quant à la question initiale, quel est le but des créateurs de jeux et des personnes à la télé? Je pense que c'est pas comparable, parce que quand on crée un jeu, peut y avoir différentes facettes. Donc soit c'est par passion, soit c'est tout simplement pour l'argent. Alors qu'à la télé, ça va généralement être juste pour l'argent. Parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher de faire une émission de télé qu'un jeu indépendant. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des jeux indépendants créés par une seule ou deux personnes ou par un petit studio. Je
Je pense notamment à des jeux comme Undertale ou Cuphead. Cuphead, par exemple, c'est un jeu fait que avec des dessins, 25 000 dessins seulement pour le personnage principal, et toutes les animations, c'est des dessins faits d'abord sur papier, puis retranscrits sur ordinateur, et faits par un petit studio de 4 personnes. Alors moi, pour répondre, je distinguerai en fait l'âge de l'enfant, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réactions. Donc tant qu'ils sont petits, effectivement, la parole du parent a encore une crédibilité. Et on peut donc leur tenir un certain discours auquel ils vont croire au départ. Mais évidemment, en grandissant et puis avec l'expérience, ils vont chercher leur propre solution et tant mieux. Donc moi, ce que je suggère dans pour accompagner les enfants, c'est pas tellement leur dire finalement, c'est plutôt les accompagner à aller chercher les outils pour qu'ils apprennent eux-mêmes. Et donc, il y a des très bons outils aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a des choses sur le net donc qui permettent aux enfants avec des jeux interactifs, de comprendre ce que c'est qu'un réseau social, ce que c'est qu'un big data, ce que c'est qu'une cookies, et puis pas simplement ce que c'est quand je clique dessus, mais ce que c'est en termes d'impact informatique réel et en termes d'impact sur son image ou sur d'autres choses. Et puis, il y a des jeux de société aussi maintenant autour des jeux de société, soit sur le net en direct, soit des jeux de société concrets qu'on peut poser autour de la table et on s'y amuse vraiment. Et donc c'est plutôt par ces biais intermédiaires où l'enfant est acteur finalement de l'apprentissage, on lui impose pas une idée, il va apprendre lui-même.